Aujourd'hui, je vous propose une rencontre un peu différente. On va parler pas juste d'entrepreneuriat, on va parler de la foi, de la famille et de qu'est-ce qui se passe quand on mélange tout ça. J'ai eu le privilège de passer une belle heure avec Catherine Hardy. Catherine, c'est une femme extra qui dirige une entreprise de maçonnerie qui est spécialisée dans le patrimoine bâti au Québec, notamment les églises. C'est passionnant, c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. Mais au-delà de ça, surtout, c'est une personne qui, moi, m'a touché parce qu'elle a une manière de porter sa foi sans faire de bruit, très discrète, mais extrêmement incarnée. Elle incarne le leadership au féminin dans toute sa beauté, tel que c'est incarné et tel qu'on le voit et on le vit dans la Bible. Elle nous parle de ce que ça veut dire de reprendre une entreprise familiale, d'être une femme dans un monde qui est très masculin et de vivre sa voix comme un ADN, mais pas comme une étiquette. Et elle nous parle aussi de ses enfants, de ses doutes, de ce qui l'ancre. Je vous invite à écouter ça avec le cœur ouvert, comme si on écoutait une amie autour d'un feu. Et peut-être que vous allez ressortir de là, de cette rencontre, avec quelques questions, puis des choses qui vont vous saisir vous aussi. Allez, bon épisode. Bonjour Catherine. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci. Content de te recevoir. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Et puis merci de prendre du temps dans ton agenda occupé, parce qu'on sait que tu as de grosses responsabilités qui t'amènent à être pas mal demandé. Donc on est très privilégié de t'avoir aujourd'hui avec nous. J'étais très curieux en plus de toi parce que j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu des articles, j'ai vu que tu as gagné un prix récemment pour ton travail de toi et de toute ton équipe. Donc félicitations pour ce prix. Tu peux nous en dire plus d'ailleurs de ce prix? Ce prix, en fait, on a le privilège d'en avoir remporté 3 dans 3 Wow. catégories pour l'excellence en maçonnerie. Donc, comme je le mentionnais, tout le mérite va à l'équipe. C'est l'œuvre des mains de l'équipe qui fait qu'on a remporté ces prix d'excellence. Mais oui, c'est tout un privilège de pouvoir porter ces trophées-là en leur nom. Waouh, c'est super. Vraiment, oui. Super. En tout cas, on est bien content de t'avoir avec nous. On va parler de plein de sujets ensemble. On va parler d'entrepreneuriat, de reprenariat, évidemment. Oui. On va parler du leadership, du leadership féminin, du défi de travailler dans un environnement un peu masculin, Un peu. Un tantinet. du défi d'être une maman qui doit composer avec son rôle d'épouse, son rôle de leader, son rôle d'ami, peut-être même dans ta communauté que tu impactes dans ta communauté aussi. Donc, comment tu portes tous ces chapeaux? Tu portes celui-là très bien, mais comment tu portes tous ces chapeaux? Donc, on va passer une heure ensemble là-dessus. Oui. Et on va parler évidemment de ta foi et de quelle place elle prend dans toutes tes activités, dans toute ta réalité. Oui, c'est Super. fantastique. Des beaux sujets. Super. Présente-toi un petit peu, explique-nous qui tu es, ton parcours en quelques mots, ce que tu fais aujourd'hui, parce que moi je suis familier, j'ai comme lu des choses un peu sur toi, mais explique-nous un petit peu qui tu es, présente. Qui je suis? Eh bien, je suis une entrepreneure en maçonnerie. Je suis devenue une entrepreneure en maçonnerie. J'ai poursuivi le rêve de famille. Je suis la 3e génération, en fait. Donc, tout un privilège. D'autre part, je suis une maman, une merveilleuse, le plus beau métier du monde, celui d'être maman. J'ai 2 garçons, Thomas Gabriel, 18 ans, Nathan, 16 ans. Donc, des beaux grands garçons. J'ai étudié en journalisme, moi. Mon parcours m'amène plutôt vers la communication. C'est un petit, en anglais, on dit stepping stone, qui m'a amenée dans l'entreprise familiale. Et puis, trop curieuse pour simplement répondre au téléphone, j'ai commencé à mettre le nez dans les livres, à essayer de comprendre, essayer de saisir l'ampleur de ce que c'est une entreprise en construction, mais une entreprise en soi. Et puis, c'est comme ça. J'ai fait après tous les postes. J'ai tout appris, sauf que donnez-moi pas un chantier. Là, je ne serais pas une bonne maçon ou une bonne bricteuse. Mais mis à part ça, là, j'ai tout fait, ce qui me mène aujourd'hui à être en poste de direction et d'avoir l'entreprise entre les mains. Alors, brièvement, c'est ça. Je suis une personne bien simple qui a des grands défis. Une entreprise de combien d'employés, qu'on ait une idée? Donc, 3e génération, ça veut dire combien d'années d'existence? Maintenant, on dépasse les 28 ans d'existence. Wow. Mais mon père cumule plus de 50 ans dans le métier. Donc, mon père a racheté l'entreprise de son père et moi, j'aurais acheté l'entreprise de mon père. Donc, c'est un beau privilège. Vraiment un beau privilège de porter le nom qui a fait 3 générations dans le Grand Montréal. Ben ouais. Oui. Puis, combien d'employés pour qu'on voit un peu, qu'est-ce que vous faites comme genre de On chantier? est spécialisé en patrimoine bâti.
Donc, spécialisée en restauration, conservation, entretien du patrimoine, beaucoup d'églises. Évidemment, du patrimoine religieux catholique, qui est beaucoup plus présent là, à Montréal. On a une vingtaine de maçons pour nous, présentement. Donc, les équipes changent de 20 à... On est monté jusqu'à une quarantaine, ce qui est très grand. Pour nous, du moins, là. Il y a des plus grosses entreprises, mais c'est quand même beaucoup. On chiffre entre 5 à 7 millions de chiffres d'affaires environ par année. Fait que c'est quand même une PME pas trop petite ni trop grande. C'est vraiment on a toujours le but de grandir, mais de faire des pas solides. Donc, chaque année, un petit peu plus, mais bien. Intéressant. Et alors, tu dis que tu es tombé là-dedans un petit peu. Par hasard, tu as grandi dans le milieu, Oui. donc les gens te connaissent. Je suis sûr qu'il y a des employés qui t'ont vu grandir, j'assume. Plus aujourd'hui. Ah ouais, non, peut-être pas. Ouais. Non, plus aujourd'hui. Mais pas de nos employés, mais des collègues, des collaborateurs de mon père qui me voient aujourd'hui diriger l'entreprise, qui, à l'époque, me voyaient courir entre les palettes dans la cour de la compagnie. Ça doit être drôle, parce que tu n'imagines pas cette jeune femme qui un jour va prendre la tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le moment ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe du journalisme, l'écriture? D'ailleurs, j'ai lu le texte que tu avais écrit, c'était un beau texte que tu avais écrit qui décrivait un peu ton parcours. On voit que tu as une plume, en tout cas, on voit que tu aimes ça écrire. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à basculer entre justement le journalisme, qui avait l'air d'être la voie toute tracée, soudainement vers l'entreprise familiale? Mais je te dirais qu'en fait, la trace, elle est là. C'est l'histoire, la communication, le marquer l'histoire, faire partie de l'entretien, de le préserver, d'en prendre soin, de l'honorer, de faire quelque chose qui va marquer les années. Donc, ce n'était pas par l'écrit que ça s'est finalement concrétisé, c'est par le travail des mains de l'équipe avec laquelle on évolue depuis toutes ces années-là. Donc, c'est là que ça m'a accroché quand on a commencé, ou quand j'ai plutôt découvert l'aspect de restauration, de travailler des bâtiments qui ont 100, 200, 300, 400 ans, de mettre la main sur des pierres qu'il y a des hommes qui ont taillé il y a 300, 400 ans, puis dire, ben, eux, ils l'ont fait en l'honneur de Dieu. Puis moi, j'ai le privilège d'en prendre soin aujourd'hui. Fait que c'est venu comme mettre une étincelle, puis après ça, ben, j'ai continué de nourrir ça, nourrir l'histoire, aller un petit peu plus loin, pas juste faire un projet pour un projet, mais un projet pour comprendre d'où il vient. Puis ma prière continue d'être, Dieu, permets-moi de prendre soin du patrimoine bâti, même si c'est été construit par des hommes peut-être un peu trop richement, mais le but de chaque travailleur qui l'a fait, il a donné son sacrifice pour une bonne raison. Donc, ça continue d'être ma prière. Puis le moment déclencheur, en toute honnêteté, il y a quelques années, on était invités à soumettre pour la restauration et l'entretien de l'oratoire Saint-Joseph. Puis, c'était ma prière. J'ai dit, permets-nous de faire ça, de prendre soin des bâtiments en ton honneur. Puis quand on a obtenu le mandat, c'était comme, OK. C'était comme, OK, là, j'ai compris. Oh, wow. Donc, c'était, oui, c'est peut-être pas la foi que je partage, mais c'est le même Dieu. Ouais, non, tout à fait, on est d'accord. Oui, il n'y a pas de... Non, je suis d'accord. Waouh, c'est vraiment beau. Puis c'est vrai que c'est particulier parce que tu pourrais faire de la maçonnerie dans un domaine Absolument. dans le commercial, dans le résidentiel. On en fait un peu parce qu'il faut l'eau au moulin. Là. Bien sûr. On n'a pas le choix, on sert nos clients, puis on s'assure de faire du travail de qualité. Mais quand on nous interpelle sur le patrimoine religieux, oui. ça m'anime. Ouais, et puis moi, ça me parle beaucoup parce que l'architecture, c'est quelque chose qui me touche. Je vois la sensibilité de ça. Ça dit beaucoup de l'histoire, du legs. Ça dit beaucoup aussi des hommes, de ce qui a été fait, des traces qui ont été laissées pour une saison, une période, une époque, etc. On trouve des capsules dans les murs. Là. J'ai des capsules de maçons, d'architectes qui ont laissé des mots. Wow. Il y a 200 ans, tu sais, c'est fantastique. Ah bah attends, là tu m'amènes sur un truc qui... Là tu es un peu d'architecture ou d'archéologie. Ouais, tout ça, d'histoire, non, ça attise ma curiosité. Est-ce que tu as une anecdote d'un chantier ou d'un projet sur lequel tu as travaillé? L'oratoire Saint-Joseph, ça devait être quelque chose, là, mais... C'est extraordinaire. Ouais, c'est fou. Mais un truc que tu veux nous partager d'assez incongru mais ça, c'en est un. On a une église dont on faisait l'entretien. On assurait l'entretien de la maçonnerie, puis des pierres qui étaient endommagées par le temps, par les défaillances des années.
Et puis, l'équipe commence à dégarnir, puis on trouve une plaque de plomb. Fait que, on appelle, puis on m'appelle au bureau, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève doucement, on ne sait pas, est-ce qu'il y a une raison? Bon. Et puis, effectivement, il y avait une capsule temporelle dedans, tout en cuivre avec des sous de l'époque, un petit mot, on savait qui avait bâti. On l'a remis à l'église, qui était maintenant une église chrétienne qui avait racheté le bâtiment. Après ça, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je ne sais pas, mais on a eu un bride de l'histoire dans nos mains pendant un certain temps qui, bon, l'archevêché ou tout ça, je ne sais pas si on voulu le conserver. J'imagine que tous les églises ont leurs petits secrets, mais oui, c'est assez exceptionnel de pouvoir vivre ça. Ouais, j'avoue. Oui. Et pour notre culture, pour ma culture personnelle, ma curiosité, là c'est ma portion à moi, mais je suis sûr que ça va intéresser d'autres personnes qui nous écoutent. Des bâtiments comme ça, des églises de l'époque, ça prenait combien de temps à construire, combien de personnes pour moi, ça a l'air d'être des exploits architecturaux. Je ne sais pas si on serait capable de faire ça aujourd'hui. On n'a pas les moyens financiers aujourd'hui. C'est ça, ouais. Combien de temps, je ne peux pas dire. Par contre, la force ouvrière était là. Les gens voulaient travailler, de un, et ils faisaient... C'était le sacrifice, c'était leur dîme, c'était leur don. Ils donnaient pour Dieu de tout ce qu'il y avait de meilleur, et c'était eux. Il y a beaucoup, parenthèse, là, un lit ou en fait, un délit vient de la maçonnerie. Quand on pose une pierre dans le mauvais angle, le maçon, à l'époque, qui avait fait ça, était chassé du chantier. Donc, il était chassé pour un délit. De là, le mot qu'on dit que quelqu'un a fait un délit. Oh. Donc, il y a tout plein de choses qu'on apprend en faisant le travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de bâtir de si grandes cathédrales ou de si grandes églises ou de si grands bâtiments dans ces techniques de travail-là. Parce que c'était des massifs de pierre. Aujourd'hui, on construit en acier ou on construit beaucoup différemment. La technologie nous sert bien, mais le génie de l'architecture et de la maçonnerie a servi les peuples depuis les millénaires. Puis on va travailler à ce qu'ils servent encore longtemps. Waouh! Eh ben, ça a dû être touché. Moi, j'ai été, tu vois, même si je ne suis pas catholique, j'étais très touché quand même par ce qui s'est passé à Notre-Dame. C'était quelque chose. Puis il y a eu un élan des gens incroyable de se mobiliser pour rebâtir Notre-Dame, avec idéalement à l'identique, le plus proche. Oui. C'est fou, oui. hein? La flèche qui datait de Victor Hugo, qui a voulu changer un petit peu l'époque médiévale vers une époque un petit peu plus romantique, mais était en bois. Mais le bois, malheureusement, a la particularité que ça brûle. Mais oui, mais Victor Hugo nous a portés avec Notre-Dame dans toutes ces histoires. Je veux dire, il a porté le monde. Alors, c'est sûr que le monde a été interpellé pour Notre-Dame. Puis, je veux dire, c'est un bijou de l'humanité. Mais tellement, c'est vrai que c'est fou. Mais c'était touchant de voir à quel point les gens étaient touchés, vraiment, par, je pense, autant la bâtisse que ce qu'elle représente. Oui. Et pour des gens aussi, même, ça m'a énormément surpris, surtout en France, qu'on est peut-être moins affiché, je trouve, ou moins clair, en fait, parce qu'on est de conférences. Il y a beaucoup de confessions et de cultures judéo-chrétiennes, mais pas nécessairement croyants, pratiquants, etc., affirmés. Mais j'ai vu beaucoup de gens prier pour dans un moment comme ça, en disant, genre, c'est un symbole qu'on vient de toucher. Est-ce que on sentait que c'était fort, en tout cas en France, que ça marquait les gens, en tout cas. Mais devant l'ampleur, qu'on croit ou non dans un ou deux ou trois ou 12 dieux, devant l'ampleur, on veut croire en quelque chose de plus grand que nous. Puis Notre-Dame a été probablement un déclencheur pour certaines personnes de dire « Oups, ce symbole-là ne peut pas brûler sans qu'on se pose des questions. » Ouais. Dans le petit texte que tu nous as partagé, je dis nous à l'équipe et moi, tu disais que ta foi, c'est pas une religion rigide, mais c'est ton ADN. Oui. J'aime beaucoup comment tu le dis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour toi? C'est que j'arrive pas à mettre une étiquette ou dire ça, c'est la partie de moi qui croit. Moi, je crois, comment je pourrais l'expliquer, dans tout ce que je suis. Je suis pas quelqu'un qui prie de telle heure à telle heure. Oui, je le fais parce que je pense que c'est important, comme dans toute relation, de prendre des bons moments. Mais je suis quelqu'un qui est beaucoup en communication, beaucoup de monologues. J'ai beaucoup de monologues. Mais je cherche beaucoup
à être alignée avec, avec l'esprit, avec Dieu, avec ce que je crois qui lui plaît dans ma vie. Et puis quand je m'éloigne, quand j'ai des moments où la vie m'emporte malheureusement un petit peu trop vite, où le quotidien roule, on dirait qu'il me manque. Je me reconnais moins. Je me... J'ai une tristesse qui s'installe, un spleen, comme diraient les artistes, qui s'installe. Donc, il faut que je retourne pour vers plus de présence, plus c'est ça, être plus nourrie pour retrouver ma joie de vivre ou ma vivacité, ma créativité, tout ça. Donc, je me dis, ça peut pas seulement qu'être une façon d'être, c'est qui je suis intrinsèquement. Et ça se rapproche beaucoup plus d'un ADN à ce moment-là pour moi. Ouais, j'aime beaucoup comment tu le dis. En fait, j'entends dans ce que tu dis une notion de communion, plus qu'une notion d'être dans la prière, mais d'être dans la communion, Ah oui. vraiment, puis d'être dans la relation. Et j'aime beaucoup parce que ton point quand tu dis ADN, c'est que je pense que c'est très associé pour moi à l'identité. Oh, oui, oui. Et donc en fait, c'est pas, si je traduis ce que tu dis correctement, c'est pas faire pour faire, c'est être, donc faire parce que je suis. Mhm. Et donc quand tu dis effectivement j'ai besoin de me rapprocher de lui, c'est parce que ça fait partie de moi. Mm. C'est pas parce que je m'en sens dans l'obligation. Puis on est tous, hein, comme tu dis, à rapporter dans la vie, à amener avec des jeunes enfants, avec une famille, avec des Oui. préoccupations, des Un gestes, voyage, des choses, c'est etc. Puis on pas toujours s'éloigne. négatif, là. C'est ça. Des fois, c'est positif, mais on fait comme... Puis je me réveille, disons, par exemple, un matin, puis j'ai une profonde tristesse. Je dis, bien voyons, personne n'est mort. Et le chat va bien, tout est beau, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est... Oups. La petite voix qui fait comme, oui, mais ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. J'ai été emportée. Puis oups, fait que je pense que c'est vraiment le relationnel, la communion, mais pas dans l'obligation, pas dans l'horaire dicté, pas dans une religion. Euh, En fait, mon divorce a été très déclencheur positivement dans ma vie parce qu'il m'a montré la Dieu, pas l'Église, pas l'homme, Dieu. Est-ce que, puisque tu me tends une perche, est-ce qu'on irait un peu sur justement toi, ton vécu? Est-ce que tu es né dans une famille chrétienne? J'ai ce privilège-là. Waouh. Ok. J'ai le privilège d'être née dans une famille chrétienne. Euh, Ma mère a donné sa vie par la télé, une prédication à la télé à 15 ans. Waouh. Mon père, musicien, il allait la porter le dimanche. Puis il allait porter parce qu'elle chantait à l'église. Il allait la porter à la pratique. Le pasteur a eu l'ouverture de dire « Oh, j'ai un problème d'accord, viendrais-tu? J'ai un problème de... » Juste 2, 3, là, juste nous aider à enchaîner d'un chant à l'autre, on a de la misère, on a de la difficulté. Puis un soir ou un événement, je sais pas trop, je me souviens pas exactement, le guitariste qui devait être là était malade. Mais le pasteur est allé contre tous les conseillers et mon père connaissait les chants, là. Ils avaient pratiqué de toutes les semaines où il était venu. Il dit, viendrais-tu nous aider? Puis il a participé, puis il n'est plus jamais redescendu du stage. Puis encore aujourd'hui, il joue de la musique tous les dimanches à l'église. Waouh. Oui, ouais, c'est un... Mais Dieu nous attend dans des rendez-vous que nous, on n'attend pas toujours. Hein? Oh oui, moi je dis souvent qu'on a un Dieu qui, si on rit, qu'on a de l'humour et on fait des blagues et tout ça, c'est parce que l'humour vient de lui. Ah, absolument. Puis, Oh, oui. je Oui. peux témoigner de ça de la même manière. Moi aussi, il m'a surpris. Puis il est venu me chercher à un endroit où je me suis dit, c'est pas vrai qu'il m'a eu comme ça. Ah, il m'a eu. Il m'a bien eu. Oui. Je l'avais pas vu venir celle-là. Non. Fait que c'est ça, je viens d'une famille chrétienne, j'ai ce privilège-là. Ok. Donc, mais j'ai pas fait... J'étais à l'église, mais je faisais ma vie. Ouais. J'ai fait mes erreurs, j'ai fait les bêtises que j'aurais pas dû faire, mais je les ai fait. J'allais quand même le dimanche à l'église. Ce qui a peut-être permis un équilibre. Mhm. Même si je faisais des bêtises, je restais comme un pied dans l'eau. Mais j'ai su où me réfugier quand j'ai eu besoin aussi. Donc, ça m'a gardée. Mais je me suis éloignée. Là. Ça serait pas honnête de dire que j'ai été sage. J'ai eu une adolescence et une vie bien remplie. Ouais. Oh, ben, je serais le dernier à te juger. Ben, des fois, je m'amuse à dire si on veut être
vieux et sage, il faut avoir vécu une jeunesse. Pour donner des conseils, il faut avoir passé par là. Ouais, ça peut aider quelquefois. Quelquefois, pas tout, là. Pas tout. Non, non. Je dis pas toi, mes enfants non plus. Non, puis il y a des expériences qu'on ne leur souhaite pas non Ah plus. non, il y a des choses qu'on aurait pu éviter. Ouais. Je reviens sur ton épisode, le moment en fait où tu te retrouves seul. Mhm. Comment ça se passe de gérer seul des jeunes enfants? Ils avaient quel âge à l'époque? 4 ans et 1 an et demi. Ouh, tout petit. Oui, un petit loup. Comment ça se passe? Comment étais-tu déjà à la tête de la compagnie? Pas Non, encore. à ce moment-là, non. J'étais en direction quand même, là. J'avais quand même quelques années. Mais comment ça se passe? C'est... on ne sait jamais à quel point on est courageux jusqu'à ce qu'on ait besoin de l'être. Jusqu'à ce que j'aie à vivre ça, je ne me doutais pas de qui j'étais. Si on me demande qui je suis une héritière. Héritière d'une grand-mère qui s'est amérindienne, qui a été violée, battue, maltraitée, pourtant s'en est sortie, qui aurait pu faire des dépressions, maintenant a élevé sa famille, a réadopté ses enfants, les a sortis des orphelinats de l'époque, puis tout ça. Puis qui est devenue chrétienne et a élevé sa famille avec des belles valeurs de vie et de foi. J'ai un père qui a perdu son père à 16 ans, qui a tout lâché l'école pour se battre, pour aller travailler puis de nourrir ses frères et amener le pain sur la table, payer la maison, que maman ne perde pas la maison. Puis je connaissais l'histoire, mais quand ça devient la tienne, tu fais comme ces gènes-là sont là, puis on ne le sait pas. Puis ça s'est réveillé. Puis j'avais le devoir de mes fils. Ils me regardent, je fais quoi? Je les regarde, puis je dis, ben, oups. Ou je les regarde, puis je me bats. Alors, j'ai décidé de me battre. Et puis, j'ai eu la chance, bien évidemment, conciliation, travail, famille. J'arrivais un tout petit peu plus tard. Je partais un petit peu plus tôt. J'allais à la garderie, l'école. Et puis, après ça, ben, la vie. Les premiers cours de conduite. Là, c'est fait. Là. Mon plus vieux a son auto, mon autre a son scooter. C'est ça, de les accompagner. Mais toujours en étant maman. Dans le petit texte, j'essaie de dire que je suis intentionnelle avec eux quand je suis avec eux. Mais il y a des petits moments, je suis comme pause. Je reviens dans 10 minutes, j'ai un appel à faire. Mais quand je suis avec eux, je suis avec eux. Et comment tu as traversé cette période d'un point de vue spirituel? Parce que, tu sais, le fameux quand je suis faible, tu es fort. Non, celle-là, je ne l'ai pas encore compris. Okay. Non, je l'ai très bien compris. Mais c'est que quand je suis faible, tu es fort, mais je suis encore faible. Je suis encore faible. Puis demain, je vais être encore faible. Puis après-demain, je vais être encore faible. Mais je suis encore là. Les muscles se font dans le silence. On ne le voit pas. C'est quand tu regardes derrière que tu te rends compte que tu as traversé. Moi, c'est le pardon que j'ai appris dans cette épreuve-là. Puis c'est là que j'ai découvert aussi qu'il était fort, beaucoup plus que moi. Parce que j'ai appris 1 minute à la fois, 1 heure à la fois, une demi-journée à la fois, une journée, et puis 1 semaine, et puis 1 mois, et puis 1 an. Puis là, ça fait au-delà de 15 ans, puis ça va très, très bien. Mais c'était petit peu par petit peu, parce que les gens disent « Oh, ça va passer. » Ouais, mais pour le moment, là, c'est là, je suis dedans, puis ça passe pas. Puis des paroles vides, mon Dieu, on est bon pour en dire. Puis tu fais comme « Mais non, dis rien. » Des fois, le silence, ça fait juste... C'est parfait. Mais c'est ça. En gros, c'était... je pense que ça me qualifie aujourd'hui. Parce que ça m'a obligée à découvrir une partie de la personne qui se cachait en moi, que je connaissais pas encore. Ouais. C'est quelque chose, hein? Oui. On veut grandir, mais quelquefois on ne veut pas passer par ou difficilement passer par l'épreuve. Or, c'est dans l'épreuve qu'on est poli, qu'on est taillé pour. J'aime à dire avancer. que c'est les cicatrices qui nous qualifient. Ouais. Oui. Donc, je suis beaucoup les cicatrices ou les faiblesses. Il y a une autre expression, des fois, avoir souffert, c'est comme parler plusieurs langues, on comprend beaucoup plus. Oui.
Puis toi, tu disais que ça t'a permis de développer le pardon. Moi, je trouve que ça aussi, ça permet d'ouvrir, ça ouvre des perspectives sur, par exemple, la compassion pour l'autre. Le non-jugement. Ouais. Tant qu'on n'est pas dans les souliers, on ne comprend pas. Ouais. D'une part et d'autre, hein, parce qu'il y a toujours deux côtés où à une médaille, il n'y a pas juste le côté qu'on voudrait, là. Il y a toujours deux côtés. Oui. Ouais. Comment ton rôle, je reviens à ton rôle de leader dans le travail, comment dans ton rôle de leader, ça s'incarne, que tu sois une leader, femme, chrétienne? Tout d'abord, est-ce que les employés, les partenaires, les gens avec qui tu collabores le savent pas? Puis comment ça se transcrit, si ça se transcrit? Puis je comprends bien qu'il y a des choses que tu inscris dans le silence, que je valorise tout autant aussi de mon côté, mais ouais, comment ça se... C'est pas caché. Je le dis, je suis quelqu'un qui croit. J'ai la foi et ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Donc, il y a un 10% qui est remis en dons divers, pas nécessairement en dîmes, là, la valeur de la dîme, mais à des ministères, à des œuvres. Le comptable n'est pas tout à fait d'accord avec ma vision, mais ça, c'est une autre affaire. C'est pas lui qui négocie. Donc, ça, c'est dit. Par contre, je ne l'impose pas. C'est ma foi à moi. Et puis, je n'impose pas de prix ou quoi que ce soit. Mais je vais souvent dire que je suis bénie, que je suis reconnaissante à Dieu des privilèges. Et c'est souvent dans mon langage. Je ne me prive pas de dire ça parce que c'est vrai et sincère. Est-ce que ça change mon leadership? Ben, en tout cas, la reconnaissance ne me revient pas. La reconnaissance va à qui permet qu'il y ait une faveur sur l'entreprise. Et j'aurai une anecdote par la suite par rapport à ça. Mon leadership, c'est une femme. En fait, le leadership féminin est beaucoup dans la bienveillance dans le mien. Je suis beaucoup dans la bienveillance parce que je veux que les gens brillent autour de moi, parce que tout le monde en ressort plus brillant finalement. C'est l'angle que moi j'ai pris dans la personnalité que j'ai. Mon père était plutôt un homme de son époque. Et puis, mais en ayant tout de même ce trait de caractère-là, je suis une leader, là. J'ai le mot final. Juste que le mot final, il faut qu'il serve l'entreprise ou l'équipe. Il ne faut pas qu'il serve moi. C'est pas pour moi. Il faut que tout le monde soit gagnant. Fait que c'est un petit peu l'angle que j'ai pris qui fait que les gens, en tout cas, semblent adhérer à ça, que je sois une femme ou un homme. Mais le fait que je sois une femme, j'ai l'impression qu'ils trouvent ça intéressant. Ah oui, comment ça? Challengeant, comme, Ouais. ah, OK. Ah, il va pas sur, là, c'est ça, j'étais sur la dictature, j'y vais sur l'ouverture. Je prends soin. Je veux vraiment que mon équipe soit bien, autant sur les chantiers. C'est pas parfait, ça reste un chantier, c'est pas un cours de ballet, là, mais j'essaie qu'ils aillent bien, puis qu'ils prennent soin, puis qu'ils se sentent respectés, qu'ils se sentent appréciés. Donc, quand on a la chance de gagner des prix, je veux que ça leur revienne. Je prépare des choses pour qu'ils puissent être fiers d'eux. Au final, par contre, au final de la journée, c'est moi qui a la responsabilité de tout, qui doit s'assurer que ça roule rondement. Il faut que le bateau avance. Fait que s'il y a un problème, c'est de ma faute. Si un client mécontent, c'est de ma faute. Si le gouvernement est chez nous, c'est de ma faute. Tout est de ma faute au final. Donc, la responsabilité qui vient avec le leadership est beaucoup plus pesante que ce qu'il n'en paraît devant. Là. Et j'essaie de le porter avec le sourire, j'essaie de le porter avec aussi l'imputabilité de chacun. C'est ta responsabilité, je compte sur toi, tu es la meilleure personne pour le faire. S'il y a quelque chose, on en parle parce qu'après ça, il faut que je puisse te défendre. Défendre la décision qui, au final, appartient à l'entreprise. Mais l'entreprise, c'est moi, pour la personne, là, pour les gens que je rencontre, pas pour les employés. Fait que c'est là que je me situe un petit peu comme leader. Puis, j'essaie d'être stratégique, de mettre de l'avant le bien de l'équipe et de l'entreprise, parce qu'une équipe qui va bien, une entreprise va bien, des clients sont contents, ils payent bien, donc l'entreprise va bien. Et c'est une roue qui tourne qui permet de bien que tout le monde est gagnant au final. Un cercle vertueux, ouais. Oui, c'est bien dit, le cercle vertueux. Oui, c'est la partie paiement qui est un petit peu plus difficile dans la construction, mais on y arrive. Ouais. Tu avais une anecdote? Oui, bien, je parlais de ma foi. Il y a des bons côtés, puis il y a des côtés moins faciles pour les gens autour de moi d'accepter ma foi.
On a un projet d'exception qui frôle le million de dollars que je viens de refuser. Un projet qui nous ferait gagner des prix partout au Canada. Mais c'est un temple. Puis je peux pas accepter. Mais mon équipe qui partage pas ma foi est pas d'accord avec moi. Mais c'est là où que le leadership fait oui, mais j'ai plus peur du Dieu que je sers que de toi qui n'es pas content. Donc, j'ai refusé ce projet-là. Et puis, c'est difficile pour des gens qui ne croient pas de comprendre des décisions comme ça. Un temple. Un temple hindou. Ah, ok. Mais ici, Mhm. ok. Ah, je savais pas que c'était possible. Il semblerait. Ouais, bah ouais. Ah, c'est incroyable, je savais pas que c'était même... Mais le défi architectural, il est magique, là. Je veux dire, c'est un bonbon. Là. Mais je peux pas. Ouais. Quand je parlais de communion un peu plus tôt, là, ouais. C'est fort, là. Je peux pas aller là. Mais tu sais, ça, c'est un point très important que tu amènes parce que, et je pense que j'espère que ça résonne pour les gens qui nous écoutent, mais quand il nous donne des bénédictions, qui nous conduit dans une direction, il y a aussi des tentations, des choses qui nous sont montrées, qui semblent venir aussi de Dieu. Tu dis, bah, si j'ai ce contrat qui m'arrive, etc., c'est que c'est de toi. Et moi, dans ma prière, je demande beaucoup le discernement pour être en mesure de concevoir que c'est pas ma chair qui est en train d'y répondre, mais que j'ai bien conscience de ce qu'on me demande de faire et de pourquoi. Puis là, juste, je fais une petite anecdote, une petite parenthèse, là, mais j'ai une prière que j'invite les gens à faire, que je trouve très forte, mais dans le sens qui, quand elle est répondue, elle répond très fort, c'est ferme et ouvre des portes pour moi. Oui. Parce que si tu m'écoutes, moi, je vais faire ça pour répondre à quelque chose. Une inquiétude, une anxiété financière, une passe, le fait que je vois pas où est-ce que va venir la suite, etc. Et donc je me dis, bah, je vais faire des choses par moi-même, je vais faire arriver des trucs, etc. Chaque fois que j'ai fait confiance, comme tu dis, quand j'étais dans la communion, chaque fois, j'ai eu une conviction forte que ce que j'allais, le partenaire que je rencontrais, la direction où je m'en allais, je n'étais pas en paix. Je n'étais pas tourmenté, j'avais pas des sueurs froides le soir. Non. Mais je sentais que c'était pas ça. Mais j'avais comme tout mis en place dans ma tête pour me dire que ça potentiellement c'était ça. Oui, parce que la logique dit que oui. Et que tu fais pas de mal. Fondamentalement, tu n'es pas en train de faire le mal. Tu fais ton métier, tu exécutes ce qui est attendu de toi, tu vas le faire avec excellence, etc. Oui. Mais tu sais que c'est pas la bonne affaire. Et donc j'ai fermé, la porte s'est fermée. Donc moi, c'était pas. Et puis c'est drôle, on est tous testés différemment. Moi, c'était de ne pas relancer, de ne pas repousser, de ne pas essayer de tordre un peu le truc pour que j'ai ce que je veux. J'ai laissé passer. Ça se passe un temps où tu es dans l'anxiété, tu dis ok, donc Seigneur, là j'ai accepté, ok, j'ai refusé. là c'est long, c'est long. Le muscle de la foi, là. C'est ça, là je sais, tu m'as dit ton temps n'est pas mon temps, je sais, mais s'il te plaît, peux-tu raccourcir le délai? Bref, et finalement, à chaque fois, il répond. Oui. Et il répond de manière incroyable, il répond de manière disproportionnée, il bénit, mais de manière incroyable. Et là, je suis comme, mais comment j'ai pu douter une seule seconde de toi, quoi? Genre, je peux douter de moi, je peux douter des autres, mais je peux pas douter de toi. Et à chaque fois, c'est une grosse abondance. Et quand vient avec ça un cœur où je me dis, mais comment je peux être encore plus généreux parce que justement, je viens d'être béni, et comment je peux partager plus. Donc, je te rejoins complètement dans ce défi. Bravo, parce que c'est un combat, c'est un vrai combat avec soi. C'est un combat avec la logique, parce que la logique dit oui. Je dirais pas l'orgueil, mais la fierté, bien dire sûr. Je gagnerais des prix là, à travers le Canada, c'est du jamais vu. L'excellence dans la maçonnerie, on est fiers, mais là, on serait reconnus. Il y a tout là, qui brasse, puis mes collègues qui font comme, on le veut, là, on veut aller travailler là-dessus, on veut être excellent, on veut être reconnu. Là, je veux leur donner ce qu'ils veulent. Mais je peux pas. Puis, on reste sur un truc où ils sont frustrés ou est-ce qu'à un moment donné... Non, ils sont frustrés. Ils sont pas contents. Là, ils sont pas contents puis ils sont comme, mais c'est quoi ta raison? Mais je peux pas. Ouais. Je peux pas construire à l'honneur d'un autre Dieu. Non. Ouais, je comprends. Je peux pas. Ouais. Puis eux, ils en ont 10 000. Je veux dire, je choisis lequel? Ouais. Non, je pouvais pas. Puis là, c'est encore sur la table, puis on est relancé, puis je peux pas. Donc, la foi au travail, c'est dans les petites et les grandes choses.
Mais ça pour moi, c'est une démonstration, parce que c'est souvent on parle beaucoup, on va penser à l'évangélisation, tu dis tout à l'heure, bah, je parle, je me cache pas, mais je prie peut-être pas avec mes employés, mais quelquefois c'est dans des décisions Mhm. euh, où on va la voir transparaître, où on va se voir, Absolument. où tu vas, par ta décision, tu vas les forcer à s'interroger sur la façon dont tu guides tes décisions, dans la façon dont tu guides tes réflexions, sur la manière dont tu leads Oui. ton organisation. Ça dit quelque chose de toi et donc ça dit quelque chose de tes convictions. Oui, puis c'est aussi dans des contrats où je vais faire des crédits par courtoisie. La journée, on avait prévu une semaine, ça l'a pris 2 jours, je ne vous chargerai pas une semaine. Moi, ça va pas. Je préfère le montant juste. Puis le client, après, il va se souvenir. Moi, j'ai semé beaucoup plus dans l'honnêteté que dans le profit. Pour moi, puis c'est écrit en gros au bureau, le profit est la récompense d'un travail bien accompli. C'est pas le but. C'est pas le but recherché. J'aime bien ta phrase, redis là. Le profit est la récompense d'un travail bien accompli. C'est beau, ouais. C'est sage et c'est beau. Mais si on cherche le profit, on est off track. Non. Puis dans mon rôle, il y a quelques minutes, tu me demandais, steward, j'arrive pas à le traduire en français. On est steward. Dieu nous confie Ouais. une Intendant? entreprise. Intendant. Il nous confie une entreprise, on doit la gérer de notre mieux avec excellence. Mais il nous la confie, elle n'est pas plus à nous. Il fait ce qu'il veut. La faveur, il l'a ou il la retire. J'ai pas le droit de jouer avec ça. Waouh, bah dis donc, quelle sagesse, c'est beau ça. Non, c'est la crainte. C'est beaucoup plus de crainte. Je jouerais avec la vie de toutes les familles que je fais vivre, que l'entreprise fait vivre. Non, Il y a trop en jeu. beaucoup trop. Ouais. D'ailleurs, tu dis, je reprends ce que tu disais sur il m'a confié, parce que c'est le terme que tu as utilisé quand tu parlais Mhm. aussi de tes enfants, et c'est Oui. drôle parce que c'est un terme que j'utilise aussi, qu'on utilise beaucoup à la maison aussi avec ma femme, où on dit il nous a confié des enfants. Mhm. Euh, ouais, veux-tu nous dire comment toi tu le perçois, ou qu'est-ce que ça traduit quand tu dis il m'a confié, comme avec l'entreprise un peu? C'est un peu dans la même lignée. Bon, beaucoup plus de cœur. Hein? C'est nos enfants, on les aime passionnément, mais ils nous sont confiés, ils nous sont prêtés. Quand il était petit, je me cachais derrière ce devoir-là. Je dois te reprendre, c'est mon travail. Je dois prendre soin de toi. Je dois te protéger. C'est mon travail. Donc, ça l'a permis à mes enfants d'accepter des fois quand je les reprenais. Maman fait son travail. Elle fait ce qu'elle peut, mais c'est son travail. Quand, disons, il était moins gentil ou qu'il testait les limites un peu. Mais c'est ça. Je pense que j'ai le devoir de faire d'eux des hommes d'honneur, des hommes à la hauteur de ce qu'on aspire pour des hommes qui vont savoir respecter, être honorables, tenir parole, euh, tout ce qu'on peut aspirer pour nos enfants finalement. Donc je les accompagne dans la vie pour faire d'eux, ou en tout cas essayer de les guider à être ces jeunes hommes-là qui se dirigent vers des hommes qui vont être un jour des pères. Donc c'est ça. Ils me sont prêtés, puis j'essaie d'être le plus présente et d'investir, d'être stratégique, de déposer en eux des réflexions, pousser les réflexions, ne pas accepter de fatalité, mais des opportunités. Tu l'as pas maintenant, mais comment tu peux l'obtenir? Comment tu peux travailler? Comment tu peux cheminer ou te faire un plan d'action pour que dans 2 ans, dans 3 mois, dans 4 jours, peu importe, mais pour que tu atteignes ce que tu souhaites. C'est pas un non aujourd'hui, c'est une opportunité de réussir demain, l'année prochaine, dans 10 ans, peu importe. Donc, je travaille avec eux. Comment, justement, parce que tu parles de ce rôle-là, comment tu les accompagnes avec toutes tes activités, tout ce que ça te demande et tout, comment tu sais, j'imagine qu'on a des mamans qui nous écoutent aussi, qui disent, ok, comment elle fait là, c'est de la superwoman là, Non, parce que elle est fatiguée. c'est ça. Donc ramène-nous des trucs un peu pratiques. Comment tu t'organises, comment tu arrives à gérer toutes ces activités en même temps? Euh, L'amour passe beaucoup par la nourriture dans ma vie. C'est un des langages.
Donc, encore C'est aujourd'hui... un des miens aussi. Ah, je trouve ça fantastique. Donc, j'ai longtemps et encore aujourd'hui fait leur lunch. C'était une manière de prendre soin d'eux. Je cuisine avec eux. C'est bête, hein, mais c'est souvent un 5, 10, 15 minutes, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Mais un cumul de 20, 30 minutes de temps ensemble, de vrai temps. Pas de temps, je suis occupée à écouter autre chose ou à parler au téléphone, là, mais de vrai temps. Ou comment ça va? Pour vrai. Ou quand il était jeune, à table, je pouvais dire, si disons là, qu'il y avait un vaisseau extraterrestre qui arrive, là, qui est-ce que tu voudrais qu'il soit enlevé parce qu'il est le plus tannant de la classe? Puis là, ça partait des discussions. Puis, mais j'apprenais qu'il était tannant, qu'il était gentil, qu'il avait eu une semaine difficile, on créait des histoires, mais là, puis aujourd'hui, on a des très, très belles discussions. J'ai fini d'arrêter. Je parle plus d'extraterrestres, là, mais, mais c'est ça. On a engagé la discussion, puis on est dans la confiance. Dernièrement, il y a quelques mois, j'expliquais à mon plus vieux qu'il n'y a personne dans leur vie qui va vouloir qu'ils réussissent plus qu'eux-mêmes, autre que des parents. Il n'y a personne qui vont rencontrer, ils vont croiser tout le monde. Personne ne va vouloir qu'ils réussissent plus que des parents. Il y a seulement que les parents qui veulent voir leurs enfants aller plus loin que nous. Donc, quand on leur donne des conseils, quand on s'assoit avec eux, quand on veut les guider, ce n'est que pour les voir aller plus loin que nous. Fait que c'est depuis qu'ils sont tout petits que je sème ça. Mais il y a beaucoup d'images, beaucoup d'histoires, beaucoup c'est ça, d'imagerie, de dessin, de créativité pour que la communication reste. Puis si c'est pas par parler, parce qu'il y a des sujets plus difficiles, on s'écrit. Mais que la communication reste. Donc de prendre tous les moments privilégiés qu'on a avec eux, d'en faire quelque chose d'une vraie connexion sincère et réelle, que ce soit des lunchs ou des choses, ou peu importe les temps. En des carottes ou en... C'est banal, mais c'est d'être là. C'est juste d'être intentionnel. Est-ce que vous avez des rituels de famille, des choses auxquelles tu tiens, des genres de choses que vous faites ensemble? Est-ce que vous allez à l'église ensemble, par exemple? Malheureusement, ils sont plus... ils veulent pas tant suivre, malheureusement, aujourd'hui. Plus maintenant, on en a eu plus tôt. Maintenant, les deux travaillent. C'est ces moments-là de la vie, puis il faut accepter qu'on recule dans l'estrade de la vie de nos enfants. T'sais, quand ils sont jeunes, on est avec eux sur la glace ou sur le terrain, puis on devient coach, on s'assoit sur le banc des joueurs, puis là, tranquillement, on recule dans les estrades. Donc, il faut que j'accepte que je dois reculer. J'ai malheureusement pas encore, je dis malheureusement, mais c'est peut-être pas malheureux, il n'est jamais trop tard pour créer, mais de vrais rituels. Par contre, c'est très rare qu'on ne souhaite pas bonne nuit. C'est une banalité, là. Mais un vrai bonne nuit. J'ai déjà demandé s'il y a une chose je leur ai demandé s'il y a une chose, si je meurs demain matin, là, qu'est-ce que je vous ai dit, que vous allez toujours vous rappeler? Ben, tu nous aimes, tu nous le dis tous les jours. Ben, c'est banal, mais pour moi, c'est OK, ils savent. Des choses comme ça. C'est intéressant parce que ta relation avec tes enfants semble ressembler beaucoup à la relation que tu vas avoir avec ton Dieu. En fait, avec la manière dont c'est en communion continue, oui. Sans avoir nécessairement un momentum défini, tout le temps le même, mais plutôt que ce soit constamment un lien et que vous fassiez un peu, quelque part aussi avec tes enfants. Je pense que de ce que je comprends, vous avez le même type de pas tout à fait le même, non, là, mais on s'entend. Oui, mais quand j'étais ado, j'étais tombée sur une citation qui disait « Deviens le parent que tu aurais aimé avoir ». J'ai eu des parents fantastiques, mais j'étais une romantique. Puis mes parents m'ont pas suivie dans cette vague-là, puis ils ont bien fait, là. Mais on dirait que c'est resté. Puis quand j'étais seule avec mes enfants, j'ai fait comme « OK, je dois devenir le parent qu'ils ont besoin d'avoir et que j'aurais peut-être imaginé pouvoir être. » On veut toujours faire mieux avec les parents, puis après on comprend aussi beaucoup par quoi ils sont passés, on comprend beaucoup à quel point ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, puis qu'à quel point que la tâche n'est pas si simple à relever finalement. Oui, puis je leur en ai fait vivre des choses. Oh. On croirait pas aujourd'hui, hein? On aurait du mal à le croire. Mais non, ils sont pas là.
puis, donc toi, tu es la troisième génération. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une quatrième génération? Du moins pour l'instant, non. Euh, le fait de mes garçons avoir... puis c'est pour vrai, là. J'avais des matelas pour qu'ils dorment en dessous de mon bureau les journées qui allaient moins bien parce que je devais travailler. Euh, Trop, c'est comme pas assez. Ils en ont trop vu. Et ça les intéresse pas. Je dis pas que ça les répugne, mais ils sont comme, bah, pour l'instant, c'est pas dans les plans. C'est vrai qu'ils sont jeunes. Moi non plus, à 18 ans, je voulais rien savoir de l'entreprise. À quel âge tu es entré dans l'entreprise? 24. 24, donc il y a du temps. Oui, Il y a de la voilà. marge. Voilà. Mais c'est pas dans les plans. Puis honnêtement, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. On travaille fort pour obtenir les mandats. On travaille fort pour les accomplir. On travaille très fort pour être payé. C'est beaucoup de travail. Est-ce que je souhaite ça à mes enfants? Je sais pas. Faut que ce soit une passion. Faut que ce soit une passion. Est-ce qu'ils sont venus déjà avec toi sur des chantiers? Est-ce qu'ils ont vu? Oui, oh oui. Ouais, hein. Je suis en entrée de jeu, quand je dis je suis authentique, je suis ça tout le temps. Là. Ils viennent avec moi, je veux qu'ils voient ce que c'est. C'est beau le glamour de dire que tu es entrepreneur, mais c'est tout ce sacrifice qui vient avec aussi. Il faut qu'ils voient ça. Les heures où les samedis matins, je rentre travailler parce que j'ai pas pu tout accomplir, ou il faut que la femme de ménage n'est pas rentrée, il faut que quelqu'un le fasse, puis ça donne qu'en fin de semaine, il n'y a personne d'autre que moi. Je l'ai fait. Ou de visiter un chantier, puis que la place où l'équipe dîne, elle est complètement sale, ben, de prendre mes gants puis de dire, ben, il faut que ce soit propre. Mais je lave. C'est ça aussi, faire partie de l'équipe. Puis faire partie de l'équipe avec ce que tu as comme talent, c'est oui, j'ai la facilité de parler, d'écrire, mais c'est aussi de faire ce qu'on peut quand on a l'opportunité. Puis c'est de laver des tables ou de faire du ménage ou de faire des entrées comptables parce que c'est ça qui est là, qui est requis. C'est aussi ça. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté moins visible, les coulisses un peu du leadership. On s'en parlait un peu off, justement, sur se rappeler que c'est beau. Là, on voit que tu gagnes des prix avec ton entreprise, avec les projets que vous faites, mais ça passe par une somme de choses comme le sacrifice de soi au détriment de l'équipe pour le besoin du collectif. C'est être au service des gens puis de l'équipe. C'est accepter, comme tu disais tout à l'heure, d'endurer des choses qui sont difficiles, de porter le poids sur ses épaules. C'est important de se le rappeler parce qu'en 2025, quand on parle de leadership, on parle beaucoup du glamour, on parle beaucoup de la mise en avant, on parle beaucoup du succès, puis probablement de la réussite financière qui est associée à ça, en omettant tout le travail de ces entrepreneurs derrière, toutes les doutes, les heures, la pression, les sacrifices, les choses qui sont mises de côté, la santé, etc., mentale ou physique quelquefois. Donc, les nuits à dire comment je vais faire. Ouais. Donc, mes enfants, j'ai pas voulu les épargner sans dire que je les réveille la nuit parce que je fais... j'ai une réflexion, là, je fais pas ça. Mais je voulais qu'ils voient, c'est beau, mais c'est pas juste beau. C'est aussi ce qui vient avec. Le travail, l'implication, puis il faut que tu aies les deux pieds dedans jusqu'aux genoux. Faut pas que tu fasses juste tremper la grosse orteil. Puis, donc, peut-être pas, on le verra, quatrième génération, mais verra. qu'est-ce qu'ils ont comme... Est-ce qu'ils ont des vocations? Est-ce que tu vois des choses qui se dessinent? Est-ce qu'ils ont Mon plus vieux rentre à l'université au HEC, bac en affaires, donc on verra, mais il trouve le milieu très... C'est vrai que c'est un milieu difficile. On a accepté que la construction, c'est correct de payer très tard ou de négocier tout. La société a accepté ça, jusque faut que quelqu'un paye, puis moi, je paye mes ouvriers toutes les semaines. Fait que ça fait beaucoup de choses à supporter. Je suis pas certaine qu'il va être capable ou que ce défi-là va lui tenter. Puis mon plus jeune, présentement, il parle de l'école de police. Donc, deux beaux métiers. Je veux dire, c'est des belles avenues. Je leur souhaite beaucoup de succès, honnêtement. Mais du succès tant que tu es bien épanoui. Pas du succès financier. Non, je comprends. Puis c'est beau que cette résilience-là, parce que souvent, quelquefois, on fait des projections, on aimerait des choses pour nos enfants, puis on aurait tendance à pousser notre agenda vers nos enfants, alors que de respecter les directions où ils s'en vont, puis la manière dont ils vont finalement servir dans ce qu'ils ont à faire dans la communauté, ce qu'ils vont avoir à offrir, c'est peut-être distinct aussi de ce que toi, tu avais envisagé derrière. Donc, c'est beau de les Dieu leur a donné des atouts, des dons. Mon père n'aurait jamais misé sur moi pour l'entreprise.
C'était pas dans la vue, c'était pas dans le but, mais c'est ça quand même. Donc, Dieu a sa voix, il a sa façon de travailler. Qui, tu sais, je me vois mal imposer à mes enfants de reprendre si c'est pas la voie. Si au final, c'est pas ça qui est dans la vue, dans la mire de Dieu. Là. Oui, si c'est pas dans ses plans. Si quelqu'un aujourd'hui nous écoute et se pose des questions sur justement, si on pense à toi, on revient à quand tu avais 23 ans, tu savais pas encore, juste avant. Comment, pour des gens qui nous écoutent, où il y a peut-être une entreprise familiale, il y a peut-être une activité à reprendre, quelque chose, comment, qu'est-ce que tu leur dirais pour que, à cette Catherine qui se pose la question aujourd'hui, qui a 23 ans, qui est sur le point de se poser la question, qu'est-ce que je fais? J'écris bien, j'aime l'écriture, j'aime le journalisme, j'ai une passion. Comment, quel conseil tu lui donnerais à cette personne? Pose-toi pas tant de questions. Il y a des portes qui s'ouvrent, puis on sent qu'on n'est pas sûr. La peur est là, l'incertitude est là, mais il y a comme une... OK, ouais, pas une paix, là, surnaturelle, mais juste un... Je pense que oui. Vas-y. Parce que Dieu nous attend de manière surprenante après. C'est un coup qu'on a mis comme le pied dans l'eau, qu'on se rend compte que, OK, ça l'avance, ça va aller. Mais on dirait qu'on se pose tellement de questions, on veut tellement tout prévoir, tout le chemin, toutes les étapes, tout savoir, tout planifier. Mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Parce que chacune des étapes, puis des fois c'est une étape un peu sur le côté, mais ça va parce qu'elle va nous outiller à l'autre. Ce qu'on va aller chercher comme expérience-là va nous servir ailleurs ou dans le chemin principal, finalement, un peu comme David avec les brebis. Donc, il faut avancer, il faut y aller, il faut oser, mais il faut écouter, par contre. Quand c'est non, c'est non. Faut pas toujours s'obstiner non plus, mais un peu comme ta prière. Mais oui, il faut avancer, il faut y aller, il faut... Moi, j'ai commencé avec l'entreprise simplement en disant, ben, je vais répondre au téléphone, puis je vais classer les dossiers, mais beaucoup trop curieuse. Puis aujourd'hui, je suis sur les comités techniques de l'industrie, et puis je suis la vice-présidente de l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec. Je suis à l'ACQ, je négocie avec des comités pour les négociations syndicales. Je m'implique dans le métier qui me permet de vivre. Donc, on ne sait pas ce que le petit pas va nous amener, jusqu'où il va nous amener. Mais entre-temps, on se fait des muscles. Ouais, je trouve que ça, c'est très beau parce que souvent, on oublie une chose, c'est que c'est quand les gens pensent à un appel, ils voient tout de suite le grandiose. On voit tout de suite l'impact immédiat, les foules devant nous. Moi, ça m'est arrivé, si tu me permets un petit partage, certain. mais on me demandait ah, mais t'es devenu conférencier, mais alors comment mais j'ai jamais pensé un jour de ma vie être conférencier. Ça n'a jamais été un objectif. J'ai commencé à faire des prises de parole pour aider des immigrants qui venaient au Québec, des gens qui venaient de la Syrie, du Liban, d'Afrique centrale, etc., qui avaient besoin de se trouver un emploi. Donc j'ai proposé mes services à des associations qui font de l'insertion en emploi. Et c'est dans une salle, pas très belle, avec des chaises en plastique. Moi, avec, glorieux, là. c'est ça, avec un PowerPoint un peu simplet que j'ai monté, mais avec un bonheur et une envie de donner le peu que je savais aux gens pour les aider. Et je sortais de là, mais tellement bien. Évidemment, c'était complètement bénévole. Hein. Ben oui. Et je sortais de là tellement heureux de voir que le peu que j'avais partagé, ça amenait des choses. Il y avait des gens qui arrivaient là, qui avaient des attentes de pouvoir se trouver de quoi, parce qu'ils ont traversé l'Atlantique pour se trouver un emploi. Ils ont fait tout un parcours d'immigration. Pour eux, c'était crucial. Il y a des familles qui dépendent des revenus qui vont se dégager d'un emploi. Donc, je le prenais très au sérieux. Je me consacrais à ça comme si c'était un emploi. Oui. Et j'avais, mais jamais, au grand jamais, 10 ans plus tard, ça m'amènerait aujourd'hui à me promener un peu partout au Québec, aller donner des conférences à Toronto, à Montréal, à Québec, etc. Et je dis, mais gloire à toi, parce que Seigneur, si dans ces moments-là, tu m'as vu, tu as vu mon cœur, tu as pris ça, tu m'as formé à travers ces, je sais pas combien d'ateliers que j'ai donnés complètement bénévoles. Et un jour, quelqu'un a commencé à me dire, mais tu sais que tu pourrais être payé pour faire ce que tu fais. Ah bon? J'avais pas vu cette option. Mais Dieu a utilisé ces moments-là pour te permettre de te faire des muscles. Exactement. Puis, je pense qu'on sous-estime
les muscles des petits débuts. Exactement. Si Moïse, on lui avait dit dès le départ où il s'en allait, je pense qu'il n'irait pas. Moi, je ne serais pas allée, en tout cas. Moi non plus. Non, je ne serais pas allée là. Je pense que je le dis surtout à direction, c'est le moment où je fais un peu le vieux, là, mais à des jeunes auditeurs, où je leur dis, mais acceptez, aussi petit que ce soit, faites-le, soyez obéissants, puis faites-le avec le plus de cœur et d'excellence possible. Oui, Quand on est quand c'est pour servir dans l'église, que ce soit servir dans vos communautés, que ce soit offrir vos talents quelque part, il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de non, petites choses. Il n'y a que des choses qui sont faites avec le cœur, avec une envie de donner puis d'offrir absolument. généreusement. Et ce qu'on sème là, semez-le sans vous poser la question de ce qui va me revenir. Vous posez même pas cette question. Ça revient pas d'où on, ça revient jamais d'où on a semé. Non, parce que justement, si on a semé un endroit où on va recevoir, on l'a semé avec une attente, mais semons-le à un endroit où on n'aura rien en retour. Et justement, comme tu dis, c'est parce qu'on répond à quelque chose. Puis, je le disais tantôt, quand Dieu nous met intendant d'un don, d'un talent, d'une disposition, c'est pas toujours j'aime écrire, je l'ai dit plusieurs fois, mais écrire un contrat, j'aime pas ça. Mais ça fait partie des choses qui font partie de mon appel. Fait que quand on a des petites choses, faisons-le bien. Puis ça fait aussi partie du témoignage, qui fait aussi partie de la mission. Donc, dans les petites choses, que ce soit de passer le balai ou que ce soit de... Peu importe ce que c'est quand on a une tâche qui nous est confiée, elle nous est confiée parce que la personne voit en nous quelque chose. Ou si elle nous met au défi, parce que des fois, elle ne voit pas en nous quelque chose, mais c'est un petit défi. Si on le fait avec excellence, humilité, avec cœur, on va se démarquer. Puis c'est pas la gloire n'est pas sur nous, mais Dieu va utiliser ça pour autre chose. Exactement. Ouais, mais, ouais, c'est beau ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Mais en fait, d'être utilisé. Ma prière, c'est que l'entreprise puisse continuer d'avoir une faveur pour qu'on puisse continuer de donner plus. J'aspire à pouvoir envoyer mes équipes en mission, d'avoir les finances, de pouvoir envoyer une équipe bâtir des écoles ou des églises ailleurs dans le monde. Puis pouvoir changer mon industrie parce que des entreprises chrétiennes en construction, je connais des chrétiens en construction, mais des entreprises chrétiennes qui ont des valeurs chrétiennes, j'en connais pas beaucoup. Parce qu'il y a une petite différence. Je me suis assise avec des chrétiens, mais au final, business is business. Moi, ça, c'est moi. Quand je dis c'est mon ADN, l'entreprise est chrétienne, donc les valeurs de l'entreprise aussi. C'est intéressant de se dire que trop souvent, on change de casquette, on change de chapeau, puis on garde la foi reste à la maison, l'identité, les valeurs restent à la maison dans le cercle d'amis, puis quand on rentre dans le monde, on n'incarne plus ça. Non, non. La foi, ou du moins mon appel commence le lundi. Ouais. Le dimanche, c'est facile. Mhm. Je suis entourée de gens qui me comprennent. Le lundi, je suis en mission. Puis c'est quand j'ai compris que c'était ça mon appel, quand j'ai accepté que c'était pas nécessairement dans l'Église ou pas non plus dans un chemin qui était tracé. J'en connais pas d'entrepreneurs. Dans mon domaine, ben, il y en a pas beaucoup, je l'ai déjà mentionné, là, je suis probablement une des seules. Donc, j'avais pas de point de repère. C'était pas un but, un peu comme toi, c'était pas un but, c'était juste là. Puis on le fait, puis tant qu'on le fait bien. Puis... Mais après, des entrepreneurs chrétiens, j'en connaissais, mais l'entreprise n'était pas chrétienne. Puis là, je fais comme, OK, moi, j'ai des décisions à prendre parce que je veux une entreprise avec des valeurs chrétiennes. Comment je fais? C'est pas tracé, mais c'est ma mission ou c'est mon ministère à moi, c'est ça. C'est mon appel. Puis quand j'ai accepté ça, oh, là, ça a changé. Là, j'ai compris. Ma voix commence à se tracer. Puis j'espère que les gens vont juste comprendre que c'est pas juste qu'on nous enseigne, puis c'est fantastique qu'ils les appellent à l'Église, les ministères, puis la mission, puis... Mais il y a aussi où Dieu nous appelle des fois de manière spéciale, un peu à part, à aider des gens qui migrent où il n'y avait personne qui t'avait ouvert la voie. Non, et c'est justement pour ça que je l'ai fait. Et voilà. Mais si tu avais juste cherché dans le connu, tu n'aurais pas pu bénir à ta façon. Donc, je souhaite aux gens de découvrir parce qu'on a toute une unicité. On est unique, mais on a une unicité, puis ça, c'est un don de Dieu. Il faut le découvrir puis l'utiliser. Donc,
Puis je me souhaite encore des belles années à découvrir ce que Dieu a de prévu pour moi ou pour l'entreprise, parce que je pense que c'est le début d'un parcours. Définitivement. Puis je souhaite que ce que tu viens de partager, puis ce témoignage-là, inspire des gens qui sont aujourd'hui des entrepreneurs, qui sont chrétiens et qui peut-être se posent des questions. J'espère que certains d'entre eux vont ressortir de là avec une réflexion, une introspection sur justement est-ce que j'oublie pas que ça se passe pas juste le dimanche, mais que au-delà de moi comme père, mère de famille et entrepreneur, je porte ce chapeau-là. Est-ce que je le fais vivre et je l'incarne aussi dans mon travail? Est-ce que dans mon organisation, ces valeurs percolent à travers moi, s'infusent, sans, comme tu le fais avec beaucoup de douceur, sans l'imposer, sans le clamer comme un dogme ou une règle, mais vraiment plus en l'incarnant avec des prises de décision fortes quand les moments se présentent à soi, où on est forcément un peu challengé dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait, mais qu'on tient bon la barre, et qu'avec la même humilité que tu partages aujourd'hui, de servir son équipe, de servir son organisation, et avec le même cœur généreux. Donc je trouve que tu laisses plein de belles leçons et de choses à réfléchir pour ceux qui soit sont entrepreneurs aujourd'hui, soit aspirent à le devenir aussi, puis de raconter la totalité de ce que c'est qu'aussi cette réalité-là, avec les beaux côtés, les récompenses, etc., mais aussi les plus difficiles, les morceaux les plus difficiles, et de comprendre que ça fait partie de l'expérience complète. Oui, mais c'est comme être parent. Ouais. Être parent, c'est magnifique, mais il faut reprendre aussi. Ouais. Où il faut bercer, et où il faut soigner, oui, c'est aussi ça. Ouais. Donc, et puis, je suis disponible n'importe quand. Ça fait vraiment plaisir. Merci de l'opportunité. C'était génial. Merci Vraiment, beaucoup d'avoir merci. pu prendre du temps. Enfin, je suis content d'avoir pu prendre du temps avec toi. Merci beaucoup de ton temps, d'avoir trouvé le temps dans ton agenda à occuper. Et, C'est un pur privilège. Merci. Merci encore. Merci à toi, Catherine. Salut.